à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, comme chaque vendredi. Un webinaire Second Souffle, bien sûr. Voilà. Alors, chez Second Souffle, nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond, que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME, en activité ou ayant perdu votre entreprise. Nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos jeudis du Second Souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars, nos instants coach. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Et puis pour ceux qui ne sont pas habitués à cette plateforme de webinar et même à ceux qui le sont, il y a des petits changements. Alors, les changements. Vous voyez, j'ai fait des nouveaux slides. Alors, les changements. Sur le côté droit de votre ordinateur, vous avez le chat. Donc voilà, vous allez commencer à savoir comment ça marche. Le chat pour discuter entre vous, entre nous. Et vous avez une icône question. Très, très, très important. Merci de poser vos questions dans cet endroit, hein, donc bien dans questions, parce que si vous écrivez vos questions dans le chat, elles vont être très vite perdues avec le flux de messages qu'il va y avoir. Si vous avez des soucis techniques, vous avez un icône sur la droite, sur la gauche, en bas, pour résoudre ces petits problèmes. Et puis, vous pouvez également réagir avec des émoticônes et puis mettre cet écran plein écran pour nous voir encore plus grand. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Audrey Mollard. Bonjour Audrey. Bonjour, très contente d'être ici. D'habitude, je suis de l'autre côté, là, je suis du côté des participants, puis j'ai cette chance-là aujourd'hui d'être du coup sur le siège chaud. Et tu es par contre de l'autre côté de l'Atlantique. En plus, oui, exact. Voilà. Donc bon matin au Québec, hein, Audrey, parce qu'il est 8h du matin chez toi. 8h du matin, c'est ça. Et il neige. Et il neige, merveilleux. Super. Donc Audrey a fait l'effort, vous voyez, de se réveiller tôt pour nous, mais elle est en pleine forme, vous allez voir. Et puis on va donc nous parler du sujet du jour, faire aimer le travail avec passion, plaisir, fierté, motivation. Oui, c'est possible. Et voyons ça tout de suite, Audrey. Je te donne la main. Super. Donc je vais partager mon écran. Mm-hmm. Alors c'est parti. Ok, donc on est parti pour environ 45 minutes. Je vais essayer d'apporter un maximum de contenu. On va parler d'un sujet que je pense qui est passionnant, qui est celui du bonheur au travail. Donc j'espère que j'arriverai à vous passionner autant que moi je le suis. Alors pour commencer, je voulais proposer d'abord me présenter parce que peut-être beaucoup de personnes d'entre vous ne me connaissent pas. Donc rapidement, je suis formatrice et coach en développement personnel appliqué au monde de l'entreprise. Et j'accompagne principalement les entrepreneurs et les managers pour la transformation avec le contexte hybride, voilà, pour qu'ils atteignent leurs objectifs professionnels plus rapidement et plus efficacement. Donc, c'est un beau programme et c'est vraiment un métier que j'ai passionnant. Donc, j'espère que le vôtre vous passionne autant. Décidément, je dis beaucoup le mot passion ce matin, mais je pense que c'est lié vraiment au titre. Oui, c'est passionnant. C'est ça. Donc, pour vous mettre un petit peu en appétit, de quoi on va parler ce matin, cet après-midi? Donc, on va parler de finalement remettre en perspective qu'est-ce que c'est que le travail. Ensuite, on parlera d'épanouissement professionnel. Puis, on va parler des symptômes d'un manque d'épanouissement. Comment savoir si on est épanoui dans son travail? Et ensuite, comme je suis coach, je voulais vous proposer un petit guide en 5 étapes avec des exercices en auto-coaching pour commencer à ce que vous puissiez finalement être le plus épanoui possible professionnellement. Voilà, j'espère que le programme vous plaît et que ça vous tente. Une petite mise en contexte. Moi, j'aime beaucoup commencer toujours par des statistiques parce que je trouve que ça met tout de suite en bouche le sujet. Et donc, en fait, en juin 2021, il y a un article qui est sorti dans Inc.com où en fait, ça parlait alors excusez de mon accent, de la Great Resignation,
qui est traduit par la Grande Démission aux États-Unis ou la Grande Dépression, ça parle de ça. Et en fait, ça mentionne que 41% des employés aux États-Unis considèrent quitter leur emploi en juin 2021, que 48% des employés sont activement en recherche de nouvelles opportunités et que 38% planifient faire un changement de carrière dans les 6 mois à venir. Moi, ça m'a vraiment marqué quand j'ai vu ces chiffres. J'ai trouvé que c'était quand même vraiment énorme. Ça veut dire que c'est presque une personne sur deux qui aujourd'hui n'est finalement pas bien dans son poste puisqu'il souhaite soit se reconvertir, soit trouver un autre emploi. Donc je pense forcément c'est en grande partie lié à la pandémie, mais je pense que la pandémie c'est comme une sorte de goutte d'eau. Je pense que quand même le problème était plus de fond. La pandémie n'a fait que le révéler. Donc qu'est-ce que c'est le terme travail? En fait, là-dessus, je sais que vous savez tous ce que c'est que le travail, mais en tout cas, ce que je voulais amener, c'était plus, en fait, que le travail, c'est vraiment une perception personnelle. En fait, ça va vraiment dépendre de sa culture, de son histoire, de son époque aussi. Pour donner un petit exemple, tout simple, en fait, le mot travail, en français, étymologiquement, ça vient du latin, qui est de tripalium. Et tripalium, en fait, c'est un instrument de torture. Donc rien que ça, déjà, au niveau de la connotation, déjà, on peut imaginer que dans la culture française, le travail est plutôt perçu comme une souffrance. Enfin, en tout cas, quand je vois l'instrument de torture, je me dis que ça ne doit pas être agréable. Et pour donner un autre exemple complètement différent, c'est qu'en fait, en anglais, l'étymologie, parce que je suis allée le chercher quand même, hein, j'ai fait cet effort pour vous. Donc l'étymologie du mot en anglais, en fait, ça veut dire tâche accomplie. Ça vient du mot work. Donc, effectivement, là, on n'est pas du tout sur la même connotation du terme travail. Il y a vraiment plus une notion d'accomplissement. Et donc, après, juste pour refaire rapidement l'histoire, là, je vais pas faire toute l'histoire, je la connais pas, mais juste pour remettre en situation, pendant le temps des colonies, par exemple, le travail manuel était très mal vu parce que le travail était conçu pour les esclaves, en fait. C'était pas les personnes affranchis là, qui travaillaient finalement le travail manuel. Et après, par contre, il y a des personnes qui ont voué leur vie au travail, comme Léonard de Vinci, Albert Einstein, etc. Donc effectivement, c'est vraiment une notion qui est très personnelle. C'est ça que je voulais vraiment préciser. Et ensuite, c'est de voir, vous, c'est quoi votre propre définition du travail, et essayer de penser, en fait, finalement, dans votre famille, comment on parle du travail? Est-ce que le travail, c'est par exemple pour amener de l'argent? Est-ce que le travail, c'est plutôt pour obtenir un statut, une reconnaissance? Alors, quand je dis statut, là j'ai mis une statue, mais en fait, c'est vraiment le statut de reconnaissance. Ou est-ce que le travail, c'est pour obtenir un certain niveau de pouvoir? Est-ce que c'est pour obtenir de la sécurité, etc. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment la question déjà de se poser personnellement, en fait, qu'est-ce que ça représente pour moi, le travail, et à quoi ça me sert? Ensuite, revenir un petit peu sur le terme aussi épanouissement professionnel. Parce qu'on l'emploie à tout va. Et finalement, il faut quand même préciser que l'épanouissement, c'est en fait, c'est pareil, c'est une perception. C'est pas vraiment lié à un métier, c'est vraiment lié à ce que moi, je mets derrière mon métier. Par exemple, deux personnes qui seraient peu importe, là, commerçant, vendeur de vêtements, peut-être qu'il y en a un qui va être très épanoui au travail, que l'autre va pas du tout être épanoui. Pourtant, ils font le même métier. Donc voilà, c'est vraiment cette notion que l'épanouissement professionnel, c'est une perception et c'est propre à chacun. Et là, je vais passer un petit peu vite toute cette partie parce que j'ai plein de choses à vous raconter et puis je sais que j'ai que 45 minutes. Donc, si vraiment vous avez peut-être, William, s'il y a des questions, moi je les vois pas, peut-être juste me dire. Je m'en occupe. Ok, super. Sinon, j'enchaîne. Et puis, peut-être faire un petit point aussi sur la différence entre la satisfaction versus le bonheur. Parce que on parle finalement souvent de bonheur au travail ou d'épanouissement professionnel, mais il faut quand même faire une petite distinction entre ces deux termes parce que ça me semble important. En fait, les entreprises aujourd'hui, même si elles parlent de bonheur au travail, pour moi, à mon humble avis, j'ai l'impression que souvent, elles traitent plus souvent la partie satisfaction au travail. Donc en fait, satisfaction, c'est tout ce qui est lié, on va dire, à l'intellect. Donc ça va être, est-ce que mes salariés sont bien rémunérés? Est-ce qu'ils ont un bon cadre de travail, un bon environnement pour pouvoir être efficaces? Est-ce que
Est-ce qu'ils ont les ressources disponibles, la formation disponible, etc. Et en fait, tous ces éléments-là feront qu'ils seront satisfaits au travail parce qu'ils pourront bien effectuer leurs tâches. Maintenant, quand je parle, moi, de bonheur au travail, je rajoute une dimension qui est la dimension émotionnelle. Et ça me semble très important de le spécifier parce que quand on parle de bonheur au travail, en fait, on veut savoir, c'est plutôt venir chercher la fierté. Est-ce que je suis fière de mon travail? Est-ce que j'ai confiance dans mes projets futurs? Est-ce que je suis enthousiaste à l'idée d'aller réaliser des nouveaux projets ou d'aller juste simplement effectuer mes tâches tous les jours? Donc, il y a effectivement cette petite nuance à apporter et je pense que, je ne sais pas si vous l'aviez déjà perçue, mais en tout cas, je pense qu'elle est importante. Et les études le prouvent. En fait, le bonheur au travail, ça, donc, avec la notion émotionnelle, ça rend les personnes plus productives au travail. Et donc, depuis que les entreprises savent ça, en fait, c'est devenu une véritable obsession chez elles aujourd'hui de remettre du bonheur au travail. Et donc, c'est pour ça qu'on voit apparaître des nouveaux métiers comme, par exemple, excusez de mon anglais, le Chief Happiness Officer. Et donc, qui sont des personnes qui, justement, essayent d'améliorer le mieux-être des salariés. Alors après, bon, on n'est pas là pour faire le débat. On peut traduire Chief Happiness Officer par le responsable du bien-être, du bonheur. Ouais, on pourrait dire comme ça, je pense. Ouais, exact. Effectivement. Donc en fait, eux, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Ils essayent de mettre en place des environnements de travail qui sont plus agréables. Donc par exemple, souvent la blague est faite là qu'ils mettent un baby-foot puis ils pensent que c'est bon, ou qu'ils mettent un canapé puis ça suffit. Donc on est d'accord que le but là, c'est d'aller chercher vraiment quelque chose de plus profond que juste des avantages sociaux, de la rémunération. Là, l'idée, c'est quand même d'aller finalement vraiment créer une expérience positive et motivante de travail dans ce genre de métier. Donc là, je suis allée chercher aussi pour vous encore. Le fameux IBL. Voilà, donc l'indice de bonheur au travail selon l'étude, donc selon l'entreprise Léger, qui fait beaucoup d'études, qui a donc répertorié les métiers où finalement l'indice de bonheur au travail était le plus élevé. Donc il y a une liste très longue, moi j'ai gardé que les 7 premiers. Donc je ne sais pas si c'est très surprenant, en tout cas dentiste, médecin arrive en premier lieu, puis suivi par coiffeur. Alors, on va s'arrêter là parce que déjà, on peut voir que dentistes et médecins, à premier abord, on se dit « Ah, ils sont heureux parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. » Je ne sais pas si vous avez pensé ça, mais en tout cas, on pourrait aussi penser qu'ils sont heureux parce qu'ils ils soignent. Ils soignent des personnes. Par contre, en troisième point, coiffeur. Ah, un coiffeur, ça gagne pas tant d'argent que ça. Puis bon. Mais ça passe la journée à papoter. Exactement, c'est ça. C'est ce que j'aimerais amener ici, c'est que finalement, l'indice de bonheur au travail, c'est pas rattaché à l'argent. En fait, c'est pas rattaché à la rémunération. Et en fait, ils ont identifié que pour obtenir un indice de bonheur au travail élevé, il fallait avoir rempli 3 besoins essentiels. Donc, ils parlent de besoin d'autonomie. Donc là, c'est vraiment cette sensation d'avoir une marge de manœuvre, d'avoir de la liberté dans le cadre de son travail. Ensuite, le besoin de compétence, qui est celui d'être utile dans ce qu'on fait et de se sentir à la hauteur, en fait, d'avoir le sentiment qu'on est capable. Et ensuite, le dernier besoin, c'est celui des relations interpersonnelles, d'avoir du lien social dans le cadre de son travail. Et donc, effectivement, coiffeur, effectivement, la rémunération n'est peut-être pas élevée, mais le coiffeur, il coupe les cheveux. Donc déjà, il a une compétence qu'il utilise. Ensuite, il est autonome. C'est lui qui gère son salon. Généralement, ils ont un salon à eux. Ils peuvent gérer leurs horaires, etc. Et puis, surtout, c'est ce que tu disais, en fait, ils ont comme ils créent du lien social. En fait, souvent, les personnes qui vont chez le coiffeur, elles aiment être écoutées pendant qu'elles se font coiffer. Et en plus de ça, aujourd'hui, on peut rajouter un autre élément, c'est vraiment tout ce qui est lié à la mode et au style. Donc, en plus de ça, le coiffeur, il peut amener à la personne une meilleure image de soi. Donc, du coup, lui, il sent qu'il a une utilité, qu'il a une compétence qui est valorisée, etc., dans le cadre de son métier. Et donc, ça contribue à un indice de bonheur élevé. Et donc, ces 3 besoins-là sont très importants pour tous, partout et tout le temps.
et dans toutes les sphères de la vie. On peut aussi effectivement le sortir du travail, que ça marcherait pareil. Donc, moi, ce que je voulais vous poser comme première question par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez votre besoin d'autonomie aujourd'hui dans le cadre de votre travail qui est comblé? Est-ce que vous avez votre besoin de compétences qui est comblé? Et est-ce que vous avez votre besoin d'affiliation sociale qui est comblé? Et déjà, ça peut vous donner déjà des premières pistes de réflexion pour savoir finalement pourquoi vous êtes heureux ou pourquoi vous n'êtes pas heureux aujourd'hui dans votre profession. Et je vous ai mis dans le chat le lien vers pour réaliser vous-même votre IBL, votre indice de bonheur léger. Donc, n'hésitez pas à le faire après ce webinaire, bien sûr. Oui, ça se fait en 5 minutes, c'est rigolo, puis ça permet au moins après de pouvoir se comparer à la moyenne générale de tous les gens qui ont répondu au sondage, donc on peut savoir si finalement on est heureux ou non. Moi, je suis au-dessus du dentiste, du médecin et du coiffeur. Ah, waouh! Ouais. T'as eu combien déjà, toi? 89. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais moi, je suis médecin coiffeur. C'est pour ça, peut-être. Faudra que tu nous expliques ces détails. Alors ça, c'est une petite courbe très très simple, là, mais en tout cas, ce que ça dit, c'est qu'en fait, ça fait le lien entre le niveau de rémunération, donc il y a la verticale, le niveau de rémunération qui est à l'horizontale, et à la verticale, c'est votre indice de bonheur, enfin, votre bien-être au travail. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'à partir d'un certain seuil de rémunération, en fait, le bonheur n'augmente plus. Donc, à partir de 80 000, alors je ne saurais pas dire si c'est dollars, euros. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que la valeur n'est pas la même en euros, je pense. Oui, en tout cas, on pourrait partir, je pense que c'est comme toujours, hein, c'est soit l'Europe, soit les États-Unis. Donc, ce serait euros ou dollars américains. Mais en tout cas, l'idée qu'il faut retenir, c'est que en fait, entre 10 et 80 000, c'est sûr que là, il y a quand même un lien entre plus on a de l'argent, plus quand même on a un niveau de bonheur qui est croissant en fonction de cela. Mais qu'à partir d'un certain montant, en fait, qu'on fasse 100 000 ou 1 million, après, c'est exactement c'est pas ça qui fera la différence. En fait, ça va se jouer sur d'autres plans. Donc, je voulais juste rappeler ça et arrêter de croire que le bonheur vient que avec l'argent. Donc, qu'est-ce que c'est qui, du coup, nous rend heureux au travail si ce n'est pas l'argent? Donc, j'en reviens toujours à Monsieur Léger. Je ne sais pas si c'est Monsieur Léger, parce que je crois qu'il a même un autre nom, mais en tout cas, c'est selon le cabinet Léger. Donc, lui, il donne 6 points. Donc, le premier, c'est la réalisation de soi. C'est ce qui nous rend heureux, c'est le fait de pouvoir se réaliser. Donc, quand on dit se réaliser, c'est tout simplement d'accomplir des choses qui sont importantes pour nous. Ensuite, est-ce qu'on a des relations de travail qui sont bonnes, donc chaleureuses, authentiques. Alors après, quand on est entrepreneur, qu'on est travailleur autonome comme moi dans mon cas, c'est sûr que j'ai pas de collègues ni de supérieurs. Donc là, c'est vraiment, est-ce que vous vous entendez bien avec vous-même? Non, je rigole. Non, c'est plutôt c'est plutôt avec vos clients, vos fournisseurs, etc. Ça peut s'extrapoler à votre écosystème, évidemment, hein, si vous êtes un travailleur autonome. Donc, à chaque fois, je vous propose de vous poser une petite question pour voir si vous, aujourd'hui, ça permet de vous situer. Donc, est-ce que votre travail, aujourd'hui, vous permet d'entretenir des relations humaines satisfaisantes? Ensuite, est-ce que vous vous sentez reconnu dans votre travail? Est-ce que vous vous sentez utile? La reconnaissance, c'est très important. Ensuite, le 4e point, il parle de responsabilisation. Est-ce que mon poste me donne des responsabilités? Est-ce que j'ai une marge de manœuvre? J'allais partir sur une étude que j'avais vue, c'était sur les cadres justement et les salariés. En fait, qu'effectivement les cadres avaient des responsabilités, donc du coup ça leur permettait effectivement d'être plus heureux. Mais par contre, ils avaient du coup des niveaux de stress plus élevés. Donc alors après, ça s'équilibre avec le stress, là, on pourrait dire. Mais en tout cas. On nous parle du miroir en 360 degrés. Je ne sais pas si Olivier... Dans le chat? Ouais. Je ne sais pas si c'est un rapport ou... Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre dans l'onglet questions, hein, en bas à droite. Mettez-les pas dans le chat, parce que sinon on va les paumer. Peut-être le miroir à 360, c'est le lien avec le travailleur autonome, ou en fait c'est ton miroir de toi-même?
En tout cas, je veux juste revenir sur la reconnaissance, un petit point là que ça me fait penser. Quand on est travailleur autonome, justement, parce que justement, on n'a pas de reconnaissance par un hiérarchique. Donc, selon moi, c'est quand même très important que quand on atteint ses objectifs, c'est de se récompenser soi-même. Donc, par exemple, se fixer que si on a réussi à obtenir son mandat, par exemple son contrat, très important de définir une récompense pour soi-même, donc un restaurant. Ouais. Moi, je me fais un petit carré de chocolat à chaque fois que j'ai réussi quelque chose. Alors après, il ne faut pas trop réussir parfois. Et ça me coûte très, très cher. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, effectivement, de bien penser à... Parce que des fois, on se dit, ah, c'est pas la peine, là, c'est moi. Mais si, c'est très important de se récompenser soi-même quand même. Donc, la rémunération aussi, quand même si on dit que l'argent, c'est pas... Mais c'est quand même important. Au moins, la sensation d'être rémunéré à sa juste valeur. C'est ça qui est important. En fait, c'est pas tant le montant en soi, mais c'est vraiment de se dire, est-ce que je suis justement reconnu à travers ma rémunération? Et le dernier point, c'est le sentiment d'appartenance et d'avoir finalement la sensation qu'on est entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui ont les mêmes intérêts, la même mission, etc. Donc, voilà, où est-ce que vous vous situez par rapport à ces 6 points? Ça pourrait être intéressant également de mettre un petit peu de temps pour la réflexion. De toute façon, ce webinaire sera rediffusé là, donc, sur la chaîne. Donc après, vous aurez toutes les questions, vous pouvez revenir dessus plus tard. Absolument. Alors, comment savoir si je suis épanouie au travail? Mais avant ça, je voulais juste préciser peut-être un petit point, c'est finalement pourquoi on aurait besoin d'être épanoui au travail. Parce que finalement, on parle beaucoup de bonheur, mais est-ce que ce ne serait pas possible juste de faire son travail, donc pénible, on va dire, puis après, finalement, d'avoir sa vie en dehors du travail? Pourquoi est-ce qu'on cherche tant que ça à devenir épanoui maintenant dans nos sociétés, dans le cadre de son travail? Alors peut-être vous allez me dire, bah oui, c'est parce qu'on y passe beaucoup de temps. Alors, exactement. Oui, c'est ce que j'allais dire, moi. Oui. Ok, ouais. Est-ce que tu penses à autre chose? Pourquoi est-ce qu'on voudrait donner du sens? Pourquoi est-ce qu'on voudrait... Parce qu'on ne va pas être malheureux 8 heures dans la journée et puis le reste de la journée être heureux. Faut bien. Plus on est heureux, mieux on est humain, donc il faut pouvoir être heureux à chaque moment. Je suis d'accord, mais du coup, moi, j'ai essayé un petit peu de chercher, mais cette question, elle me taraudait. Je me disais, mais pourquoi? Parce que quand je pense à mes grands-parents, par exemple, j'ai pas l'impression que eux, c'était important pour eux de donner du sens, tant que ça, à leur travail. Tu sais, ils allaient au travail, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais finalement, la question, elle se posait pas tant que ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu une crise existentielle. Et donc, ça m'a quand même pas mal... j'ai cheminé beaucoup, là, ces derniers temps. Je pense qu'on ne travaillait pas pour les mêmes raisons. Ouais. Avant, on travaillait pour pouvoir vivre, voire survivre. Ouais. Aujourd'hui, on travaille pour avoir de l'argent, pour pouvoir partir en vacances, pour payer les factures, pour payer l'école des enfants, etc. On ne travaille pas pour les mêmes raisons. Ben, c'est un peu ce que moi, en tout cas, à mon petit niveau, là, en tout cas, ce que j'ai pu, en tout cas, ressortir de ma réflexion, c'est effectivement cette fameuse pyramide de Maslow, là, toujours on en revient à elle, même si elle est un peu controversée, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de dire, bah, finalement, nous, nos besoins de base, ils sont comblés, sécurité, on a tous un toit, on a tous, je dis tous, mais normalement, dans nos sociétés modernes, en tout cas, on a à manger, on a... Donc, en fait, déjà, les premières bases sont comblées. On a la sécurité. Ensuite, c'est l'appartenance à un groupe. Donc, normalement, on a ça aussi. Après, c'est toujours délicat parce qu'effectivement, chacun vit la chose différemment. Mais dans nos sociétés, si je vous dis d'un point de vue général, tous ces étages sont comblés. Et finalement, on en arrive donc au sommet de la pyramide et on en arrive à l'accomplissement. Effectivement, je me suis demandé si peut-être nos grands-parents, bah, eux, peut-être qu'ils avaient encore besoin peut-être d'assurer encore, je sais pas, peut-être plus de sécurité ou plus de... peut-être qu'ils avaient moins de confort que nous, donc ils devaient travailler finalement pour combler ce manque de confort, peut-être. C'est une explication, je me suis dit, en tout cas. Ouais. Et puis pour eux, les pyramides, c'était loin, l'Égypte. Hein. Donc,
Et puis, les marshmallows, ils ne connaissaient pas encore. Hein. Mais donc, Merci, c'est ça. Donc, Myriam t'avait devancé. Elle en parlait ouais. juste quelques secondes avant toi sur le chat de la pyramide de Maslow. Bonjour Ah, Myriam, qui est de la chambre de commerce, non, la chambre des métiers, je crois, des Pays de la Loire, il me semble. Je vous salue. Bah, donc, peut-être que ma réflexion, du coup, est censée, en tout cas. Donc maintenant, bah, comment finalement savoir si aujourd'hui vous êtes épanoui au travail ou pas? Donc là, j'ai mis 5 petites questions à titre indicatif, évidemment. Mais comme disait William, peut-être le plus simple, ce serait d'aller faire le test qui dure 5 minutes. Et puis au moins, c'est fun. Et puis ça vous donnera carrément un score. Donc là, l'idée, c'est de savoir, bah, est-ce que finalement, vous avez envie de vous lever tous les matins? Déjà, ça, c'est un indicateur qui est très révélateur. Est-ce que vous avez l'impression de accomplir quelque chose dans le cadre de votre travail? Est-ce que le temps, vous ne le voyez pas passer? Et ensuite, une question que j'adore poser, c'est qu'est-ce que vous feriez comme activité professionnelle si vous étiez milliardaire? Et ça peut être très, très, très révélateur de voir déjà si vous seriez complètement dans un autre monde par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Déjà, ça pourrait vous donner une idée de votre épanouissement. Tu dois avoir, t'as pas un stylo dans les mains, Audrey, non? Quelque chose? Parce que par moment, on t'entend taper sur quelque chose. C'est mon bracelet. Okay. Ah, voilà. Ton bracelet 18 carats. Si tu savais. Donc là, maintenant, juste, si avec toutes ces questions-là, vous vous posez encore la question de savoir si finalement, aujourd'hui, vous avez besoin de faire quelque chose pour être plus épanoui. Il y a aussi la possibilité de vérifier au niveau de vos symptômes ce que vous vivez aujourd'hui. Et juste pour la petite histoire, hier, je parlais avec une dame qui est entrepreneur et qui m'a dit qu'elle était en burn-out, mais elle a mis énormément de temps à s'en rendre compte. Et ça a été vraiment, finalement, par une personne qui lui a dit, puis 2, puis 3, puis 4. Et en fait, c'est avec le cumul de toutes ces personnes qu'au bout d'un moment, elle a enfin réalisé qu'elle était en burn-out et qu'il fallait vraiment qu'elle fasse quelque chose. Donc, c'est pour dire que des fois, on peut vivre finalement un manque d'épanouissement ou avoir vraiment des difficultés au niveau de son travail, mais être plutôt dans le déni et du coup ne pas s'en rendre compte. Donc, je me suis dit, bah tiens, on va mettre des symptômes, comme ça, ça va être plutôt facile. Donc, je voulais vous dire que si aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de votre travail, on spécialise vraiment dans le travail, si vous êtes en train, avec une perte de repères, vous vivez de la fatigue, de la grosse fatigue, puis on parle de chronique, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit durable dans le temps, que vous avez des troubles de communication par rapport à d'habitude, que vous avez l'impression de vous replier sur vous-même, de perdre en créativité, d'être démotivé, de vivre beaucoup d'ennuis, d'être irritable, peut-être de pleurer, d'être d'humeur maussade, alors que d'habitude vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste, de devenir agressif ou d'avoir de la difficulté de concentration. Tous ces éléments-là, si vous en avez plusieurs qui se cumulent, en fait, c'est peut-être qu'il faudrait que vous posiez la question de peut-être qu'aujourd'hui vous êtes vous vivez un épisode compliqué au niveau de votre travail. Donc, ça vaudrait le coup de vous poser peut-être des questions. Ou alors arrêter la drogue. Je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint. Je devrais peut-être le rajouter. Mais c'est bizarre parce que le burn-out, c'est... Enfin, moi je connais bien le sujet parce que j'en ai eu 2, mais c'est le corps qui te dit qu'il faut que tu t'arrêtes. Donc c'est bizarre la personne que tu as rencontrée hier. Moi, je sais mais quand le corps te dit t'arrêtes, c'est que c'était au bout du burn-out déjà. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le but, c'est d'essayer de le prévenir parce que tu dois bien le savoir, c'est-à-dire qu'un burn-out, ça met du temps, beaucoup de temps à s'en remettre. Donc, effectivement, plutôt on le repère et plutôt on met en place des choses pour effectivement le contrer et mieux c'est. Donc, c'était plus dans ce sens-là que je disais, effectivement, on est arrivé à un moment, on le saura toujours. Quand on peut plus, on peut plus. Donc, juste préciser peut-être les 3 termes, parce que burn-out, c'est très connu. Donc, c'est un épuisement physique, mental et émotionnel, souvent lié à une surcharge de travail.
Mais il y a aussi deux autres termes qui sont très actuels. Donc, je vais juste les rappeler. Donc, il y a le bore-out. Donc là, c'est un peu différent. En fait, là, c'est qu'on est, on est sur des tâches qui sont sous-évaluées par rapport à nos compétences. Et donc, on a une réelle sensation d'ennui. Ou alors, ça peut être aussi qu'on a un métier qui nous apporte absolument aucun plaisir et qui n'est pas du tout fait pour nous, on va dire. Et donc, c'est ça. Donc ça, c'est le bore-out. Et le problème, c'est que ça a des conséquences qui sont finalement aussi graves que le burn-out. Et c'est moins connu. Et ensuite, le dernier, c'est le brown-out. Alors lui, il est encore moins connu. Et lui, c'est vraiment lié à la perte de sens et au sentiment d'inutilité. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti récemment, c'était récemment, c'est en 2018. C'était Bullshit Jobs. Et ça parlait de ces métiers en fait qui sont devenus totalement absurdes et qui ont où les personnes ont l'impression d'avoir aucun intérêt dans le cadre de leur métier. Donc c'est souvent des personnes qui sont devant leurs ordinateurs ou des cadres intermédiaires. Quand il y a 3-4 cadres intermédiaires, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, ils n'ont pas beaucoup d'utilité. Voilà, donc c'est ça. Donc là, on peut vivre un burn-out, et c'est pareil, il y a des conséquences qui sont quand même assez graves à ça. Ben, tu vois, nos grands-parents ou nos anciens, peut-être que eux avaient des travaux en burn-out, des travaux assez répétitifs, manuels et répétitifs, parce que la révolution industrielle n'avait pas encore lieu. Donc, beaucoup de gens faisaient des travaux répétitifs, ennuyeux. Voilà. Ouais. Ouais, bah, du coup, ce serait plus selon moi, ce serait plus le bore-out, là, le deuxième. Effectivement, ils auraient été dans l'ennui. Mais après, il y a aussi peut-être un phénomène de société où avant, en fait, je pense qu'effectivement, ils se posaient peut-être moins de questions aussi, peut-être. En tout cas. Ou alors, ils étaient en bore-out, mais juste, c'était pas reconnu, donc. Et puis, quand on est en brown-out et que on ne veut pas s'en apercevoir, c'est du déni, donc c'est du brownie. Désolé. Elle est bonne celle-là, quand même, je trouve. Allez, next. Alors, c'est quoi le secret pour être épanoui au travail? Donc, voilà, bah, je vous propose un petit guide en 5 étapes. Donc, évidemment, bah, ça va être en un quart d'heure. Donc là, l'idée, c'est de passer rapidement. Mais au moins, ça vous permet d'avoir déjà des premières pistes. Donc, première chose, toujours, ça c'est dans toute situation, quand il y a un problème, c'est de venir faire le point. C'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche d'être motivé, passionné, d'avoir du plaisir dans mes activités professionnelles? Et ça, c'est la première étape parce que conscientiser et donc mettre des mots sur les mots, ça va être déjà la première amorce. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses? Parce que j'entends des... Non, ce sont des gens qui me parlent à moi. Ils sont dissipés. Ensuite, deuxième étape, qui est selon moi donc très, très, très importante, c'est que quand il y a un problème, c'est de toujours revenir à soi. Finalement, on revient toujours au centre des préoccupations, donc nous, puisque c'est nous qui vivons le problème. Donc, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Et dans le cadre du travail, si aujourd'hui vous êtes démotivé, que vous ne vivez pas d'épanouissement professionnel, je vous conseille fortement de venir identifier vos valeurs, d'aller chercher vos 5 valeurs principales et ensuite d'identifier vos forces et vos talents. Et déjà, par rapport à tout ça, une fois que vous aurez fait tout ce travail, en fait, ça va vous permettre déjà de voir, de mettre en comparaison. Aujourd'hui, vous êtes là, est-ce que vous utilisez vos forces, vos talents? Est-ce que vous êtes dans vos valeurs? Déjà, ça va être déjà un premier bilan très intéressant à faire. Ensuite, excuse-moi Audrey, c'est pas la première fois qu'on en parle de ces valeurs SES. C'est très important, comme le dit Audrey, là pour savoir si on est heureux au travail, mais ça peut vous servir également à construire votre CV, à construire votre pitch et à savoir ce que vous souhaitez faire dans la vie, tout simplement comme travail ou dans la vie personnelle. C'est très très important ces 5 valeurs personnelles qui peuvent pas diriger votre vie, mais en tous les cas donner plus de sens à votre vie personnelle comme professionnelle.
En fait, identifier ces valeurs, ça va vous donner des balises, des directions. En fait, quand vous allez avoir à faire un choix dans votre vie, si vous voulez faire un choix durable pour vous, en tout cas, c'est sûr que plus vous serez dans vos 5 valeurs, plus vous saurez que c'est un choix qui va être bon pour vous sur le long terme. C'est ça. Et moins vous serez dans vos valeurs, plus vous pouvez du coup définir tout de suite que ce sera un choix possible, mais éphémère, parce que vous ne seriez pas bien dedans dans ce choix-là sur la durée. C'est ça. Pour moi, c'est pour ça que c'est important. Ensuite, je vous conseille de clarifier vos besoins. En fait, c'est quoi aujourd'hui vos besoins? Donc, quand on parle de besoins, c'est les besoins. Est-ce que vous avez des besoins de sécurité? Est-ce que vous avez des besoins de reconnaissance? Est-ce que vous avez des besoins de pouvoir? Des besoins de sociabilité, etc. En fait, qu'est-ce que aujourd'hui et puis voilà, en fait c'est ça. De quoi vous avez besoin et surtout, est-ce qu'aujourd'hui ce que vous faites répond à vos besoins? C'est ça, toujours remettre en perspective. Et ensuite, le dernier point lié à mieux se connaître, c'est de formuler ce que vous ne voulez plus. Ça aussi pour moi c'est très 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 important de bien dire je ne veux plus et surtout d'être tranché, d'être franc avec ça et de vraiment plus du tout aller dans ce que vous ne voulez plus. Moi, par exemple, je suis en train de me dire que je ne veux plus aller sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai encore pas pris ma décision, mais Ou peut-être pas je suis pas loin de ma limite. Ou peut-être pas tous les réseaux sociaux. Exact. Non, je parlais plutôt des réseaux sociaux comme, je ne citerai pas le nom, mais ça commence par F, puis ça finit par K. Voilà. D'accord. Ensuite, troisième étape, c'est de donner finalement une direction à votre vie. Et là, carrément, on va loin. Là, ce que je vous demande, c'est vraiment d'aller chercher très, très loin. C'est-à-dire de finalement presque vous poser la question du pourquoi je suis sur Terre, là, presque. Pourquoi je suis venue sur cette Terre, à quoi je sers, etc. Et surtout, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que moi, en étant venue ici, qu'est-ce que je veux apporter? Quelles traces je veux laisser, etc. Et donc, là, on va parler de rêve, on va parler de mission. C'est quoi l'impact que vous voulez avoir Alors, peut-être que vous ne voulez pas en avoir. Hein. Ça, je veux dire, personne ne vous jugera. C'est de répondre en toute honnêteté avec vous-même. Il y a des gens qui, effectivement, veulent réaliser plein de rêves, etc. Il y en a qui veulent plutôt une vie plus tranquille. Ça, c'est propre à chacun, vraiment. Mais en tout cas, au moins de se poser la question et de le faire en conscience. Et donc, suite à cette visualisation et de ces rêves qu'on va accomplir, finalement, c'est de se fixer la première petite étape. Qu'est-ce que c'est la première petite étape facile que je peux réaliser, que je suis sûre de réussir, qui va commencer à me faire tendre vers mon rêve? Donc là, on parle vraiment de petites choses. Hein. Ça peut être, par exemple, tout simplement s'inscrire sur un réseau social, par exemple, et commencer à faire des posts. Voilà, quelque chose de très facile, etc. Et en fait, dernier point, c'est se responsabiliser. Donc là, ce que j'entends par là, c'est que finalement, des fois, on a des rêves, oui, mais il y a aussi des fois la réalité. Donc si, par exemple, vous voulez être capitaine d'un navire, mais qu'aujourd'hui, vous vivez au milieu de l'Europe, mettons, et qu'il n'y a pas possibilité pour vous de déménager tout de suite, c'est sûr qu'il va falloir faire un compromis. Donc, du coup, c'est ça, c'est se responsabiliser. Mais en tout cas, c'est de faire un compromis qui va faire le pont entre ce que vous aimeriez devenir et ce qui est votre réalité, et ensuite de faire des choix en conscience. On revient toujours à cette idée de conscience. Moi, je connais des gens qui ont rêvé de partir au Québec un jour et qui y sont arrivés. Ah moi, c'est sûr que les rêves, là, j'en ai plein. Moi. Et puis, mon problème, c'est que j'essaye de les réaliser, donc après, je me mets dans une galère, mais ça, c'est un autre problème. Ah, j'ai pas mis à jour mon petit 4, excusez. J'ai mon hashtag 4, là. Alors, en point 4, du coup, là, je voulais dire, c'était aussi on parle beaucoup des soft skills dans le cadre du travail. Moi, j'y crois énormément, mais pas que dans le travail. Soft skills, tu peux traduire, s'il te plaît? Oui, compétences comportementales. Et donc, en fait, compétences comportementales, ce qu'on entend, c'est tout ce qui est lié, donc il y en a plein des soft skills, c'est par exemple ces émotions. Donc, les émotions, ce sont des messages que, en fait, notre cerveau scanne en permanence notre environnement, puis il détecte des choses. Et en fait, les émotions vont être le messager de ce qu'il détecte. Donc, si par exemple, il détecte un danger,
bah, notre émotion, ça va être la peur, par exemple. S'il détecte quelque chose qui est plaisant pour lui, il va nous donner de la joie. En fait, le but de l'émotion, ça va être de nous faire adopter un comportement qui va être adapté à notre environnement. Donc, si par exemple, il détecte de la joie, il va dire, bah, c'est bien, continue, parce que c'est bien pour toi, là, ce qui se passe. S'il y a un danger détecté, il va te mettre de la peur, donc tu vas fuir. Donc, du coup, ton comportement va te permettre, du coup, d'être adapté à ce qui se passe, etc. Donc, voilà. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est de vraiment arriver à détecter les émotions qu'on vit, parce qu'on en vit en permanence, et de comprendre les messages qu'elles sont en train de nous donner. Et en fait, ça c'est toujours pareil. C'est que si, par exemple, dans le cadre de notre travail, on vit une émotion de colère très forte, parce que des fois, on peut le vivre, mais ne pas s'en rendre compte, mais d'apprendre à le reconnaître. Et si on se rend compte qu'on vit beaucoup de colère, parce qu'à un moment donné, là, le corps est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire, ton environnement n'est pas bon, là. Il y a quelque chose qu'il faut que tu changes dans ton comportement, parce que moi, ça ne me va pas, en fait. Donc, c'est ça. Ensuite, ça peut être l'empathie. Donc ça, c'est plus par rapport aux relations sociales. C'est d'arriver à finalement comprendre ce que l'autre vit et puis de réagir en fonction de ce qu'il vit avec donc, du coup, l'empathie. Ensuite, l'écoute active, c'est pour vraiment essayer de mieux comprendre. Ça, c'est toujours pareil. C'est lié aux relations interpersonnelles. Enfin voilà, donc tous ces soft skills, en fait, ça va vous permettre de persévérer dans l'adversité, de voir les échecs comme des apprentissages, de mieux communiquer et puis d'apprendre à mieux gérer votre stress. Voilà, entre autres. Hein. Voilà, j'ai fait une liste très succincte, mais on pourrait en dire long sur ça. J'essaie de passer un peu vite. Ah non, mais on a le temps, Audrey, on a le temps. Ok. Bon, en tout cas. Donc, moi, je recommande fortement d'aller travailler toutes ces compétences. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais comment est-ce que je travaille mes soft skills et donc, il y a plein de petits exercices. Comment? On va dans une salle de sport. Il faudrait créer ça, une salle de sport soft skills. Ah, peut-être tu me donnes une idée, tiens. Encore un nouveau truc à faire dans ma to-do list. Non, de toute façon, ça c'est avec l'expérience, ça vient pas en 2 minutes, là, c'est sûr. Mais en tout cas, déjà, avoir la volonté de s'améliorer dans ça, déjà, c'est le premier petit pas. Et puis après, il existe plein d'exercices sur Internet. Il suffit de taper exercice, par exemple, empathie, puis on trouve plein d'exercices. Exercice écoute active, etc. Et puis, mon dernier point, alors ça, c'est moi qui l'ai inventé, c'est le DOF. Cherchez pas quelque part, hein, il est nulle part, c'est le mien. Et donc, le DOF, c'est demander, oser, foncer. Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, pour moi, c'est le plus intéressant, on va dire, de tous, des 5. C'est celui qui est le plus gratifiant, parce qu'une fois que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez prendre des décisions, et c'est là, en fait, où les choses vont commencer à changer. Et puis, si vous avez pris les décisions en conscience et avec tout le travail au préalable de décider que si c'est bon pour vous, normalement, une fois que vous foncez, il n'y a que de belles choses qui arrivent. Et mon petit conseil personnel, c'est vraiment de ne pas faire de compromis avec vos valeurs. C'est ce qu'on disait avec William. Une fois que vous avez défini vos 5 valeurs, soyez intransigeants, mais ça, c'est un conseil que je vous donne personnel. Soyez intransigeants avec vos valeurs parce que vous saurez toujours que quand vous êtes dans vos valeurs, ce sera des bonnes décisions pour vous. Voilà, donc conclusion. Je voulais vous rappeler que donc, être épanoui au travail, c'est une sensation et c'est propre à chacun. C'est vraiment unique. Donc, on ne pourrait pas donner de clé en main, de solution clé en main pour personne. C'est vraiment à vous de trouver votre façon d'être épanoui. Et donc, du coup, c'est aussi l'idée de trouver un emploi, une carrière qui vous ressemble et de trouver un équilibre entre ce qu'on disait, vos rêves et la réalité, et entre, par exemple, votre famille et votre carrière, etc. Donc, c'est cette notion d'équilibre. Et que l'épanouissement professionnel, ça a lieu quand on aligne notre travail avec qui l'on est, donc entre ce que l'on fait tous les jours et nos valeurs, nos aspirations profondes et nos besoins. Voilà. Donc, c'était comme ça que je voulais finir. Et regarde, je suis à 46. C'est très bien, c'est très bien. Je rajouterai dans la conclusion, en fait, quand j'entends des gens dire non, mais mon travail, il me plaît pas, je vais changer. Mais si vous changez de travail, il peut très bien se repasser la même chose dans quelques mois. Donc, moi, je mettrai l'accent sur les 5 valeurs
les valeurs que l'on a. Parce que si vous n'avez pas vos valeurs, si vous ne les connaissez pas encore, vous pouvez changer de boulot tous les 3-4 matins, vous ne serez pas plus heureux, peut-être. Effectivement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut toujours quand même se confronter au problème. Parce que tant qu'on, finalement, si on reproduit les mêmes comportements, on aura les mêmes résultats. C'est sûr. Et tu peux revenir à ta slide précédente, s'il te plaît? DOF? Oui, le fameux DOF. C'est connu dans le monde entier. Alors, non, mais ça me fait penser à ce que l'on conseille quand on fait des webinaires sur sur le fait de se lancer, de monter son entreprise. Il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce que vous me conseillez pour pouvoir me lancer? Ben, c'est exactement ça en fin de compte. C'est demander, c'est-à-dire, on pourrait dire être entouré, ne jamais rester seul, s'entourer de réseaux pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir être aidé à entreprendre, oser et surtout foncer. C'est un petit peu les 3 réactions qu'on pourrait conseiller à de futurs entrepreneurs. Voilà. Ah, bah écoute, si tu veux, je te cède mes droits. Facile. Bon, bah, très bien, merci beaucoup Audrey. Alors, soit vous avez posé des questions dans le chat et je les ai pas vues. Sinon, vous n'oubliez pas de les poser dans la partie questions en bas à droite. Vous avez chat et vous avez questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je refais un petit tour sur le chat quand même, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ah, il y a Mary qui avait dit au début le travail, quand on parlait du travail, c'était très intéressant, ça. Très bonne étude. J'adore l'étymologie des mots. Donc, je ne connaissais pas que le verbe work, ça venait de we work, qui voulait dire donc travail, tâche accomplie, c'est ça? Oui. Non, mais c'est très bien, je te félicite Audrey. Tu as travaillé un petit peu aujourd'hui, c'est bien. Enfin, hier. On dirait que je suis cool comme ça, mais tu vois, je travaille aussi. Donc, Mary nous disait, le travail est aussi pour l'accouchement. Donner la vie est alors un acte de torture. Donner la vie est alors un acte de torture? Oui, c'est vrai. Intéressant, j'ai pas pensé à cette notion de travail. Effectivement, on parle du travail quand on a une femme en train d'accoucher. Ouais, c'est vrai. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Bon, à part des petites bêtises. Merci Werner pour ces petites bêtises. Existe-t-il des résultats du bonheur en fonction du revenu des pays appelés en voie de développement? Oui, alors il y a effectivement, ils ont fait des palmarès de pays pour l'indice du bonheur. Par contre, là où moi j'ai pas voulu en parler, c'est parce qu'en fait j'ai vu donc une étude qui parlait que c'était les États-Unis, le Pays-Bas, de ce que je me rappelle, dans les premiers pays. Et en fait, là, pour moi, en fait, ça parlait plus de la satisfaction au travail. C'est ce qu'on disait, c'était plus basé sur des notions intellectuelles et pas vraiment émotionnelles. Et après, quand j'ai trouvé une autre étude qui, elle, j'avais l'impression que c'était donc plus rattaché au bonheur. Et là, ce qui était ressorti, c'était plus des pays comme le Costa Rica, où en fait, ils avaient un indice de bonheur au travail plus élevé. Et du coup, comme j'ai trouvé que c'était confondant et que c'était pas très clair leurs études, j'ai préféré pas en parler. Mais voilà, c'était pour ça. D'accord. Donc, on nous dit dans le chat, 1000 merci, c'était top comme d'habitude. Merci Patricia. Merci Audrey. Pour l'éclair, regardez, Maurice, bonjour Maurice. Super, même si cela va un peu trop vite, car beaucoup d'informations et concepts à comprendre, puis pour assimiler. Donc vous aurez le replay que je vous enverrai avant la fin de cet après-midi. Donc avant midi pour toi Audrey. Oui, bah c'était ça l'idée. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de questions parce que comme ça, je me suis dit, si vous voyez le replay, vous pouvez poser les questions tranquillement chez vous, là, peut-être avec plus de temps. C'est ça. Tu voulais pas nous parler aussi d'un programme? Si, je peux parler effectivement du programme. Donc, j'ai un parcours d'accompagnement sur 6 mois, en fait, pour les travailleurs autonomes. Et le but, en fait, c'est d'aller vraiment travailler sur eux, sur vous, si vous êtes travailleur autonome, d'aller chercher justement à mieux se connaître, donc identifier tout ce qu'on a dit, donc sa zone de génie, ses valeurs et tout ça,
tout le panel là, donc pour apprendre à mieux se connaître en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, l'idée, c'est de mieux se connaître pour pouvoir se démarcher sur le monde du travail. Donc, je me suis associée avec une personne qui a une agence marketing pour justement aider les travailleurs autonomes à ensuite communiquer sur qui ils sont et pouvoir ainsi vraiment apporter une valeur ajoutée avec leur personnalité sur le marché des affaires. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que membre de la communauté de Second Souffle, vous bénéficiez directement d'un rabais sur ce programme. Donc c'est 350 € offerts sur le programme, en passant juste par Second Souffle avec le code. Donc si vous voulez toutes les informations, peut-être on peut mettre dans le chat un lien. Oui, ou on enverra un petit mail spécifique à tout le monde. Ouais, okay. Et ça dure 6 mois. Hein. C'est sur 6 mois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est c'est un programme qui est vraiment innovant dans le sens où en fait, on va apporter du contenu théorique, mais aussi il va y avoir des séances de coaching individuelles incluses dans le programme. Donc voilà. C'est collectif et individuel. Voilà. Puis c'est pas que du coaching, il y a également du marketing. Ouais. Et puis il y a aussi toute la notion en fait d'aller travailler sur un écosystème en fait de qui on s'entoure, bien s'entourer des clients qui nous ressemblent. Facturer au prix qui nous correspond, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, un programme qui va venir toucher, on va dire, l'entrepreneur, lui, son écosystème, et ensuite, comment il communique sur le marché. Ça s'appelle « Travailleur autonome, vide ton talent ». Et ça commence, là, la cohorte, elle va commencer début janvier. Et après, il y en aura d'autres. Malheureusement, ce n'est pas éligible au CPF. Non, il n'y a pas, c'est pas en lien avec le CPF pour l'instant. Et donc, ça se réalise au Québec, mais ça va être fait pour que les horaires avec la France, ça puisse matcher. Donc, oui, parce que toi, Audrey, tu es basée au Québec. Marilyn, on n'a pas dit son prénom, mais c'est Marilyn, qui est française et qui est également basée au Québec. Vous avez toutes les deux des clients dans toute la francophonie, dans le monde entier. Ouais, bah, Belgique, moi personnellement, Belgique, France et Canada pour l'instant. Ouais, c'est ça. Donc, très bien. Écoutez, alors ça se passe à Montréal, à Maurice, non? Ça se passe à distance, en visio, tout simplement. Moi, je vous parle rapidement du prochain et dernier webinaire de l'année, la semaine prochaine. Ça sera avec notre ami Fabien, notre coach Google, qui va nous parler d'un sujet. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Comment développer son projet avec la méthode de design thinking? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Vous en saurez plus vendredi prochain, 14h, vendredi 17 décembre, en espérant que je n'ai pas de soucis techniques, comme j'ai pu avoir aujourd'hui. Voilà. Il suffit de le dire. Et j'ai une question. J'ai loupé le début de votre intervention. Non, je me demande d'un point de vue d'employeur. Question de Werner. Je me demande d'un point de vue employeur, comment pourrait-on proposer une démarche aux employés pour les aider à se développer? À faire du coaching, engager un coach pour les salariés? Ça peut être un coach, ça peut être de la formation, mais après... des séances de sport, il y a aussi des gens qui ont des entrepreneurs, des entreprises qui engagent des maîtres yoga. Pour faire un peu de sport. C'est quoi la question? C'est de comment les engager plus ou augmenter leur indice de bonheur? Tu sais quoi? Tu la vois pas à l'écran, la question? Non, je l'ai pas, c'est pour ça. Alors, je me demande d'un point de vue de l'employeur, comment pourrait-on proposer une démarche aux employés pour les aider à se développer? Ah, ok. Donc, pour qu'ils apprennent à mieux se connaître, etc. Ah oui, donc dans ce cas-là, moi, je pense que la meilleure solution, ce serait effectivement soit une formation, faire intervenir quelqu'un, faire intervenir un coach en développement personnel. Je ne suis pas neutre. Mais en tout cas, c'est sûr que ça permettrait de faire une activité. Ça peut même faire comme un mix de team building avec des apports théoriques et puis aussi leur permettre une démarche personnelle de se développer. Donc ça pourrait être une solution. Après, sinon, c'est peut-être leur conseiller des lectures, mais bon, peut-être les lectures, ça les motiverait moins. Oui, voici, gala, public. Effectivement, peut-être qu'il faudrait que je précise le type de lecture, mais il y a plein de livres de développement personnel super intéressants là, qui vraiment sont vraiment géniaux.
Je pourrais donner des titres au besoin. Bien. Alors, Vernel est en train d'écrire. On va attendre qu'il écrive. Merci. Bon, ben voilà, tout simplement. Bon, merci à vous toutes, à vous tous. Merci beaucoup, Audrey. Et puis, j'espère à très bientôt. Si on ne se revoit pas la semaine prochaine, les enfants, moi, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, en tout cas. Et puis, sinon, pour tous les aficionados des webinaires Second Souffle, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et à très bientôt. Bye bye. Et puis surtout de l'épanouissement en 2022 aux professionnels.